Bonjour, pour cette deuxième vidéo de la journée, je vais revenir sur un fameux titre du manga qui est Quartier lointain de Jiro Taniguchi. Si j'ai longtemps ignoré ce qui se faisait en manga, et ignorance est bien le mot, je n'ai pourtant pas manqué au fil des années de relever des noms d'auteurs qu'il me faudrait bien découvrir un jour. Chose que je n'ai toujours pas faite aujourd'hui pour la plupart d'entre eux. Mais il s'agit de changer tout ça. À ce compte-là, le nom de Taniguchi Jiro s'imposait en tête de liste. J'en ai probablement entendu parler pour la première fois à l'époque de L'Homme qui marche, mais quelque temps plus tard, c'est bien le phénoménal succès critique et commercial, je crois, en France de Quartier lointain, qui a achevé de me convaincre qu'il faudrait bien que je le lise un jour, peu importe que l'auteur lui-même en ait été surpris d'ailleurs. À tort ou à raison, et sans doute via l'activisme essentiel en la matière de Frédéric Boilet, qui signe ici l'adaptation, ce qui, au-delà de la traduction, concerne bien des choses, a priori, comme le sens de lecture, et donc l'inversion ou pas des cases, leur disposition, celle des phylactères, ou encore le traitement des onomatopées, voire d'autres choses encore moins bien définies, destinées à rendre la BD plus sensible ou évocatrice à un lecteur français. J'avoue ne pas avoir la moindre idée concernant la portée de cette adaptation, et encore moins concernant la pertinence du procédé. Mais on a dès lors fait, donc, j'ai l'impression du moins, de Taniguchi Jiro l'incarnation même du mangaka auteur, livrant une bande dessinée d'auteur, avec tout ce que le qualificatif peut impliquer d'éventuellement désagréable. Je ne vous fais pas un dessin. Ah ah. Associé aux éditions Casterman sous des labels affichant plus que jamais dès leur intitulé cette dimension autorisante, écriture ou sakka, Taniguchi a, à tort ou à raison, développé en France quelque chose d'une icône, peut-être aussi d'une exception, qui le hisse hors de l'arène du manga de divertissement. Bouh, le divertissement. Ceci dit, il serait sans doute malvenu de se fonder sur cette image pour dénigrer le travail d'un auteur. Oui, qui n'en est sans doute en rien responsable. Quoi qu'il en soit, nous sommes ici assez loin du manga d'horreur, Erogulo ou SF que je découvre ces derniers temps. Et pas tout à fait en même temps. D'une part, Taniguchi use ici d'un prétexte fantastique, même si ce n'est largement qu'un prétexte, et pourtant pas tout à fait dans la mesure où l'auteur pèse avec précision les conséquences les plus puissantes narrativement parlant de son postulat. D'autre part, parmi mes découvertes récentes, il ne fait à mon égard aucun doute que des auteurs aussi divers que Umezu Kazuo, Hino Hideshi, voire, dans un contexte plus radical, Kago Shintaro, le méritent bien, ce qualificatif d'auteur, et un Maruo Sueiro en bénéficie sans doute déjà sans la moindre ambiguïté. Mais la différence de connotation demeure. Les auteurs cités restent globalement associés à des mauvais genres. Peut-être pas Maruo, effectivement. Là où Taniguchi Jiro, même usant d'un filtre fantastique comme ici, donne plutôt l'impression de l'équivalent en manga d'un écrivain auteur de Blanche s'encanaillant dans le genre. À tort ou à raison, encore une fois, et sans imputer la responsabilité de ce préjugé à l'auteur lui-même, une fois de plus. L'association cinématographique est élégante à cet égard, bien loin de la J-horror ou de l'Erogulo dont les déclinaisons essaiment dans tous les médias. J'ai l'impression qu'on évoque systématiquement concernant Taniguchi Jiro, et lui-même n'est d'ailleurs pas le dernier à faire, le cinéma d'Ozu Yasujiro, qu'il faudra bien que je découvre un jour, ça fait bien longtemps que je me le dis, sans passer à l'acte. Enfin si, depuis que j'ai rédigé cette chronique, j'ai quand même vu Voyage à Tokyo, et il faudra effectivement que j'en voie d'autres. Connaissance des deux auteurs ou pas, cette assimilation suscite inévitablement des préconçus, certains positifs, d'autres moins. On insiste notamment sur la façon dont le travail graphique autant que narratif de Taniguchi Jiro a quelque chose de cinématographique, mais à la manière d'Ozu, donc en termes de cadrage, de point de vue, de découpage temporel, voire produit un délicat et habile travail du son dans le contexte même de la planche, ce qui n'est sans doute pas donné à tout le monde. La brève préface du réalisateur belge Jaco van Dormael va dans ce sens. À vrai dire, le très peu que je connais du manga m'a souvent incité à adopter ce genre de comparaison, mais cette fois c'est encore autre chose. Prenons par exemple Akira, d'Otoemo Katsuhiro. Manga culte, inutile de vous le présenter, mais qui est entre autres caractérisé par une action débridée à des années-lumière de quartier lointain. Aussi, au-delà des seules questions cinématographiques de cadrage et de montage, communes, cette BD adopte et sublime un trait essentiel en découlant, que j'ai retrouvé dans la plupart des mangas qu'il m'a été donné de lire, bien plus marqué encore que dans les comics où on pourrait pourtant le juger capital, et peu ou prou incompatible avec les canons franco-belges, le dynamisme.
Le découpage habile d'Otomo, le trait précis et vif impliqué par les choix narratifs, s'associe pour susciter un fantasme de mouvement rarement égalé, une symphonie chaotique en tant que telle toute de bruit et de fureur selon l'expression consacrée. Côté cinéma, nous serions peut-être du côté de Fukusaku Kinji ou de tel ou tel maître du Shambhala, voire un Kitamura Ryuhei plus hystérique que jamais. Mais pas Taniguchi, pas ici du moins, mais il a pu s'exercer auparavant dans d'autres genres, dont le polar hardboiled sans doute plus propice à la mise en avant de cette dimension. Son cadrage ici est tout aussi habile, son découpage temporel et donc son montage est à son tour d'une pertinence impressionnante, mais c'est dans un registre autrement sobre et calme, et souvent serein en définitive. Je ne parle toujours que de Quartier Lointain. Son trait admirablement épuré, à la fois très nippon et pourtant pas forcément si éloigné que cela des principes de la ligne claire, renforce cet aspect cinématographique et sert au mieux le propos d'une sobriété lumineuse. Mais qu'on ne se méprenne pas sur mes intentions quand j'oppose un dynamisme coutumier du manga, préjugé peut-être, sans doute même, à l'épure élégante de Taniguchi Jiro dans Quartier Lointain. Cette dernière œuvre n'a pas tant rien de statique. En fait, il est bien des occasions où le mouvement y est subtilement rendu par quelques traits bien placés. Rien à voir de par chez nous avec, disons, un Bilal par exemple, que j'apprécie énormément mais trouve globalement bien monolithique. Par ailleurs, il ne s'agit surtout pas de déduire de ce constat, plus ou moins fondé, un quelconque jugement de valeur, de légitimer ceci pour abaisser cela ou l'inverse. Rien ne serait plus étranger à mes préoccupations. Ce n'est pas une quelconque subjectivité, que ce soit celle de l'auteur ou celle non moins redoutable et pourtant nécessaire du lecteur, qu'il s'agit de mettre en avant, mais une nuance passablement objective. Prétexte fantastique ou pas, auteur ou pas, avec Quartier Lointain, nous sommes en présence d'autre chose, sans qu'il soit à propos d'en déduire davantage pour l'heure. Mais il serait bien temps de parler du contenu de la BD, non? Mes excuses, je m'étale à mon habitude, et peut-être bien pour raconter n'importe quoi. Ah donc, Quartier Lointain, qui est peut-être la BD la plus célèbre de Taniguchi Jiro, et la plus récompensée, belle liste en tout cas pour ce que ça vaut, prolonge l'entreprise dont L'Homme qui marche avait été un jalon essentiel. Il s'agit de livrer un manga du quotidien. Nul bruit, nulle fureur, décidément, plutôt une peinture subtile des petits riens qui font une vie, au travers de personnages entiers et d'une sensibilité joliment rendue. Ce qui n'exclut pas une éventuelle gravité, c'est flagrant ici, même si d'aucuns ont voulu mettre en avant ladite sensibilité, au risque toujours à craindre de la muer en sensiblerie. Mais la BD se distingue, peut-être, par son prétexte fantastique. Fantastique au sens large, puisque c'est ici d'une variation sur le voyage temporel qu'il s'agit, thème plutôt associé en principe à la science-fiction. Toutefois, il s'agit d'une SF sans boulon, dirait un Pratchett, et si le voyage avec sa singularité est au cœur du récit, sa justification s'avère parfaitement inexistante, en dehors des seules et cruciales nécessités du récit. Nulle machine, nul phénomène objectif, explicable ou pas, de quelque ordre que ce soit. En fait, tout particulièrement ici, Quartier Lointain me paraît plutôt tendre vers un fantastique académique, mais souvent bien trop intransigeant ou réducteur, au sens où le questionnement sur le point de vue du narrateur, son caractère éventuellement non fiable, sous-tend, classiquement une fois de plus, l'ensemble du récit, ce jusqu'à une conclusion attendue, pour ne pas dire convenue, en forme de pirouette dont on pourra au choix déplorer l'artifice ou bien l'apprécier au seul regard de la validation du récit. Nous avons donc de nos jours Hiroshi, 48 ans, et un cliché de Tokyoïte à sa manière, forcément salaryman, et dont quelques cases habilement conçues suffisent, sans trop en dire, à nous faire prendre la mesure de la médiocrité et de la monotonie d'une vie qui lui pèse, qu'il en ait bien conscience ou non. Ces excès de boisson de la veille n'ont sans doute pas d'autre origine. Homme décidément fait d'actes manqués, il n'y a dès lors rien d'étonnant à ce qu'il se trompe de train. Plutôt que de retourner comme prévu auprès de sa terne petite famille, le voilà qui s'engage sur la route de Kurayoshi, sa ville natale, très campagnarde, ou du moins elle l'était jadis. Finalement, Hiroshi s'accommode bien de cette erreur et ne cherche guère à la réparer, comme s'il se laissait guider par son inconscient. Il n'était pas revenu sur place depuis bien longtemps, l'occasion de retourner sur la tombe de sa mère, de longue date délaissée. Mais Hiroshi perd connaissance dans le cimetière, et à son réveil, il a bien d'autres préoccupations que l'horaire de son train. La prise de conscience est progressive, mais bientôt les faits sont là. Hiroshi est retourné dans le passé, non pas en tant que quadragénaire, mais dans l'enveloppe de l'ado qu'il était l'année de ses 14 ans.
Mais ce voyage est bien singulier, au-delà des codes communément associés au thème du voyage temporel, inévitable paradoxe inclus. Encore que l'idée d'une évolution parallèle dans le passé à partir d'un point de divergence identifié, celle donc d'une uchronie au niveau intime plutôt qu'historique, pourrait-on dire, soit de la plus haute importance dans la BD. En effet, pour avoir l'apparence d'un gamin de 14 ans, Hiroshi a pleinement conservé sa conscience, ses souvenirs et ses principes de quadragénaire, ce qui n'est tout d'abord pas sans cruauté. Il n'est donc pas tout à fait juste de prétendre qu'il revit son enfance, au sens où on l'entend souvent. Les événements extérieurs ne s'imposent pas forcément tant que cela à notre héros déboussolé, contraint au rôle de spectateur de sa propre vie. Car, à mesure qu'il prend conscience des possibles, il revit pleinement, au sens le plus fort, c'est-à-dire qu'il est libre de faire d'autres choix que ceux qu'il avait faits la première fois. Et des choix meilleurs ? Possibilité qui a bien vite quelque chose de grisant en tout cas, d'autant qu'être à nouveau pour un temps indéterminé un ado de 14 ans n'est pas sans charme aux yeux de notre Salaliman un tantinet aigri. Sans doute, la première fois, avait-il peiné comme il se doit dans ses examens comme dans ses relations sociales. Je doute que l'adolescence vécue sur le moment soit véritablement un paradis pour qui que ce soit. Mais y revenir après ces longues et tristes années en tant qu'adulte, ça pour le coup ça s'avère très enthousiasmant. L'adolescence de Hiroshi n'était pas un paradis, qu'à cela ne tienne. Sachant la suite des événements, peut-être est-il en mesure de la vivre au mieux, de créer lui-même cet hypothétique paradis. Car Hiroshi brille dans cette nouvelle adolescence. Il est bien meilleur élève qu'il ne l'avait jamais été, meilleur sportif également, il n'y avait pas de mal. Dans ce corps vif et jeune lui paraît une bénédiction, à lui qui a bien trop longtemps subi son corps d'adulte oppressé. C'est une occasion unique à saisir au vol. Et les copains sont là, et les copines aussi, fantasme adolescent inclus, inaccessible dans sa précédente vie, maintenant à sa portée sans qu'il sache bien ni comment ni pourquoi. Mais c'est sans doute ainsi que Hiroshi prend le plus conscience de la portée de ses choix dans cette nouvelle occasion. En tombant amoureux de la fraîche jeune fille, ne trahit-il pas la femme qu'il avait épousée dans sa première vie, et tout autant leur fille ? Certes, il n'a aucune idée de quand il les reverra, s'il doit jamais les revoir, si ce passage dans le voyage dans le passé n'est pas tout simplement annihilé cette première vie, sinon dans ses seuls souvenirs. Jamais sans doute le salariman n'avait-il eu pareille occasion de peser ses responsabilités et de les interroger au regard de la morale. D'autant qu'il apparaît bientôt, juste en face de lui, le modèle même de ses propres errances et de leurs conséquences éventuellement gravissimes. Car l'année de ses 14 ans a aussi été celle de la disparition de son père, parti du jour au lendemain sans dire un mot, abandonnant femme et enfants, les condamnant au doute et à la crainte, peut-être aussi à terme à la rancune, au risque qu'ils trouvent le moment venu dans leur propre ménage un terrain propice à l'expression plus ou moins bien admise de leurs douleurs les plus traumatisantes, se répercutant ainsi de génération en génération en une chaîne sans fin de remords et de ruminations. À bien des égards, ce questionnement moral est sans doute central d'un quartier lointain. Résumé en quelques lignes malhabiles comme ici, cela a éventuellement de quoi effrayer, j'imagine. Et sans doute, en interrogeant la possibilité même du choix au regard de ses conséquences à long terme dans le microcosme familial, la BD devient elle aussi morale. Mais on aurait tort de s'arrêter là, car c'est précisément dans cette dimension que l'art narratif de Taniguchi Jiro se révèle le plus subtil. Le postulat avait sans doute en lui-même amplement de quoi dégénérer du côté du sentimentalisme, éventuellement pesant, voire de la niaiserie éthique croulant sous les lourdeurs d'un bon sens toujours à craindre, et éventuellement d'une pseudo-sagesse, aux racines sans doute profondes, mais débouchant banalement sur un conservatisme des plus fatigants si ça se trouve. Ce n'est pourtant pas le cas en définitive, car Taniguchi est autrement habile et pertinent. Le rapport au père, ici, est loin d'être aussi convenu qu'on pourrait le croire, et une simple façon de parler, conversation sur le fatidique quai d'une gare, suffit à détourner le propos vers des sphères plus complexes, et par là même plus enrichissantes et enthousiasmantes. Et pour y parvenir, Taniguchi fait preuve d'un réel brio. Quartier lointain est de ces BD, les meilleurs, où le dessin et le texte se renforcent sans cesse, le scénario participant dans une égale mesure des deux. C'est ainsi que l'auteur nous campe des personnages entiers, mais aussi humains, dont la sensibilité n'a finalement pas grand-chose d'exagéré, et qui sont bien vite pour le lecteur, bien davantage que quelques traits couchés sur une planche, aussi précis soient ces traits. Et en traitant ainsi de l'adolescence, sous mes yeux de lecteur, à moi qui en abomine le souvenir, avec ses joies oubliées autant que ses douleurs persistantes,
Il croque la vie comme seul un immense artiste peut le faire, d'abord en étant un témoin ouvert et perceptif, ensuite en sachant communiquer au lecteur le fruit de ses observations, avec la fausse simplicité d'un véritable maître et l'épure qui sied au sage. Le tableau est profondément touchant et d'une justesse admirable. Voilà, touchant et juste. Ce sont là les qualificatifs à retenir, bien avant les fausses pistes telles que morale ou sentimentale ou a fortiori naïf. Disons les choses, j'ai entamé la lecture de Quartier lointain à moitié par devoir, ce qui est rarement une bonne idée. À chaque page ou presque, au départ, j'ai ressenti le besoin de pondérer mon enthousiasme naissant, d'abord purement graphique, par de bien cyniques critiques fondées sur du vide. Je me voulais dubitatif, détaché donc, mais j'ai bien fini par m'abandonner au récit, acceptant sans plus le questionner pour le principe, le brio de l'artiste. Au départ, je me devais de douter, comme si Quartier lointain ne pouvait à l'évidence être le chef-d'œuvre que l'on prétendait. Mais à l'arrivée, le bilan est clair. Quartier lointain est bel et bien ce chef-d'œuvre, et je n'ai pas envie de lui reprocher quoi que ce soit. Sans doute le devrais-je pourtant, pour me montrer aussi juste que possible, mais je n'en ai pas envie. Na. Il faudra donc poursuivre avec d'autres œuvres de l'auteur, car celle-ci m'a complètement désarmé. Un sentiment pas désagréable, ma foi.